Bonsoir, merci beaucoup. L'actualité est sous tension dans les minutes que nous sommes en train de vivre puisque Donald Trump vient de prendre la parole de manière très solennelle en annonçant ordonner de tester les armes nucléaires américaines sur un pied d'égalité, dit-il, avec les autres tests qui ont eu lieu par d'autres puissances. Allusion évidemment à la Russie, peut-être à la Chine. Écoutez à l'instant le président américain. Les États-Unis d'Amérique possèdent plus d'armes nucléaires que tout autre pays. Cela a été rendu possible grâce à la mise à jour et à la rénovation complète des armes existantes au cours de mon premier mandat, pendant lequel j'ai reconstruit l'armée. En raison de leur formidable pouvoir destructeur, je détestais devoir m'occuper des armes nucléaires, mais je n'avais vraiment pas le choix. La Russie arrive en deuxième position et la Chine loin derrière en troisième position, mais elle rattrapera son retard d'ici 5 ans. En raison des programmes d'essai menés par d'autres pays, j'ai demandé au ministère de la Guerre de commencer à tester nos propres armes nucléaires sur un pied d'égalité. Ce processus débute immédiatement. Je vous remercie de votre attention. Et avec nous, Guillaume Roquette, Elisabeth Shepard-Selam, Xavier Giacomoni, Jean-Dominique Merchet, Samantha de Bendern et vous, Gallagher Fenwick. On est frappé évidemment par la solennité de cette allocution avec les drapeaux, un style un peu Ronald Reagan, années 80, guerre froide, en disant j'ordonne les essais maintenant. Effectivement, et au moment où la confusion se poursuit autour de ces déclarations, il prend ce ton solennel dans cette allocution qui est effectivement très travaillée. Là, c'est clair, ça n'est pas improvisé, c'est ce qu'il a décidé de dire, bien qu'il ait été, ces dernières 48 heures, contredit par les personnes même qui seraient en charge à la fois du développement et de la mise en œuvre de ces éventuels essais. Je pense à son secrétaire à l'énergie qui s'est exprimé dimanche. Je pense également au vice-amiral Correll qui est responsable de ce qu'on appelle le Stratcom. Donc ça, ce sont les forces de dissuasion américaines qui disent a priori non. Pas de détonation, pas d'explosion nucléaire. Jean-Dominique Merchet, vous suivez l'actualité, les événements militaires depuis si longtemps. Quand il dit « j'ordonne au département de la guerre », il a d'ailleurs renommé son département il y a peu, de tester nos armes nucléaires sur un pied d'égalité avec nos adversaires, et encore une fois, il pense à la Chine et à la Russie, il y a une dimension historique que lui veut donner. Oui, bien entendu, c'est un moment fort. Reste à savoir ce qu'il veut dire exactement par armes nucléaires. Est-ce qu'il veut procéder à des explosions nucléaires, des essais nucléaires, comme on en a fait dans l'histoire nombreux, ou est-ce qu'il veut tester des armes qui peuvent porter des armes nucléaires, ce que les Russes viennent de faire la semaine dernière avec 2 essais, le Bourevestnik et le Poséidon, et c'est une réponse directe à la volonté russe de se doter de nouvelles armes. Donc, est-ce que nous assisterons dans les prochains mois, voire les prochaines années, parce qu'il y a quand même des délais techniques, à un nouvel essai, c'est-à-dire faire exploser une bombe en souterrain aux États-Unis, dans le Nevada? Ça, la question reste ouverte, mais on ne peut plus l'exclure ce soir. Le dialogue des puissances, pardon, je ne veux pas être négatif à l'égard des experts, mais il y a des experts qui étaient pour les essais de Chirac, contre les essais de Chirac, qui nous ça sert à rien, ça sert à quelque chose. Ce qui est sûr, c'est qu'il dit aux Chinois et aux Russes, on se regarde dans les yeux à niveau d'égalité, même on est un peu au-dessus. Oui, et on se regarde dans une logique qui est une logique belliciste, puisque même si tout ça est effectivement un petit peu confus, vous le rappeliez à l'instant, c'est à son ministre de la Guerre qu'il a demandé de s'occuper de ces essais, alors que c'est pas eux qui sont chargés de ça, mais le département de l'énergie. Mais à la limite, ça c'est secondaire. Peut-être qu'on est en train de vivre un moment un peu historique où le fleuve est en train de revenir dans son lit. C'est-à-dire que les Américains, en l'occurrence Donald Trump, commencent à comprendre, à réaliser qu'il a face à lui, avec Vladimir Poutine, non pas quelqu'un avec qui on peut faire un deal, mais un homme belliciste, avec des visées impérialistes, vis-à-vis duquel les États-Unis doivent assumer leur rôle de puissance. Et si ça se confirme, ce serait vraiment un tournant dans le mandat Trump, même si celui-ci n'a commencé que depuis quelques mois. Alors on a 2 Américaines en plateau, 2 Américains, Gallagher Fenwick et vous, Elisabeth Shepard-Selam, vous êtes petite fille militaire. Est-ce que vous vous sentez embarqué quand vous avez votre président qui dit on est face à 2 puissances redoutables, notamment la Chine qui est la plus grande dictature de la Terre. Donc c'est très important que les démocraties se défendent face à la Chine et d'avoir un président qui dit « j'agis ». Alors, il y a 2 choses différentes. Il y a le j'agis et les essais nucléaires. Je pense qu'il faut séparer les deux. Pourquoi ? Je pense que c'est bien que, et je reprends ce que disait Guillaume, que peut-être Trump s'est rendu compte que la Russie est plus un adversaire qu'un ami avec qui on peut faire du business. Ça, pour moi, c'est une bonne chose. Et je pense qu'il faut défendre les États-Unis, comme il faut défendre l'Europe
au contraire, je ne suis pas sûre que c'est les essais nucléaires qui sont la solution à ce problème. C'est ce que je dirais. D'autant que ce sera bénéfique pour la Chine si les États-Unis procèdent à des explosions nucléaires. Il y a eu, je crois, à peu près 2000 essais nucléaires qui ont été conduits en totalité. Les Américains en sont pour à peu près la moitié. Les Chinois n'en ont fait que 45. Donc il n'y a pas d'autres pays au monde qui possèdent plus de data sur le fonctionnement de ces armes. Or, les Chinois, vous imaginez bien que si les Américains ouvrent cette boîte de Pandore, les Russes vont s'y remettre, les Chinois, et Dieu sait qui d'autre, peut-être les Indiens, les Pakistanais. Et regardez tout de suite Poutine, parce qu'évidemment c'est un dialogue nucléaire. Tout à l'heure, Roger Paul Droit faisait l'éloge du dialogue dans un sens Grèce antique. Là, c'est un dialogue différent, un peu plus musclé, auquel on assiste, avec les Russes et les Américains qui sont en train de se répondre en des termes très durs, très solennels et, comme vous le disiez, très bellicistes. Regardez, Poutine a réuni son conseil de sécurité, c'est toujours le même, celui qui l'entourait pour l'ordre d'invasion de l'Ukraine. Et ce soir, il répond, ou plutôt ils se répondent l'un à l'autre à Trump. Je demande au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Défense de la Fédération de Russie, aux services spéciaux et aux agences civiles concernées de faire tout leur possible pour recueillir des informations supplémentaires, de les analyser au sein du Conseil de sécurité et de soumettre des propositions coordonnées sur le lancement éventuel des préparatifs d'essais nucléaires. Samantha Bendern, c'est la guerre froide. Écoutez, moi j'ai envie de calmer le jeu un petit peu. Alors d'abord, on va prendre les déclarations de Trump. Les déclarations de Trump, dans un environnement très solennel, c'est du copier-coller de ce qu'il a dit il y a une semaine. Il n'a rien dit de nouveau. Et la phrase la plus importante... Sinon, il n'a rien dit de nouveau. Il a dit... Il monte d'un cran. Qu'il veut commencer les essais nucléaires. Il monte d'un cran et il a fait un test de vecteur, de missile, Minuteman, l'année dernière. Oui. Donc, non, mais le test attendez, de missile... laissez-moi finir ma phrase, s'il vous plaît. Le test de vecteur de Minuteman, il y en a eu 3 autres ou 4 autres cette année. Il y en a tous les ans. Ça, il faut le dire. On n'en fait pas toujours tout un plat. Ensuite, il a dit faire des tests nucléaires on an equal basis, à parité. Ça veut dire selon ce que feront les autres. C'est exactement ce qu'il a dit. C'est exactement ce qu'il a dit il y a une semaine. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde se demande qu'est-ce qu'il veut dire. Eh bien, s'il veut faire comme les autres, il ne fera pas d'essais d'armes nucléaires. Il fera des essais de vecteurs. Ensuite, on va prendre ce que Poutine a dit. Poutine a dit, nous allons étudier la possibilité de mettre en œuvre des études pour voir si on peut faire des essais nucléaires. On est loin de l'essai. Mais il le dit avant Trump. Il le dit avant Trump. Oui, il le dit avant Trump. Il le dit avant Trump. Mais pardon, Plateau, mais vous êtes en train de nous contredire. Vous nous avez dit pendant des mois, si je peux me permettre quand même, vous avez dit pendant des mois, ça ne se fait pas quand on est chef d'État de trop parler du nucléaire. Et vous disiez, Poutine, quand il le fait, sort de la règle. Et là, Trump le fait, et tout à coup, c'est pas important. Trump le fait. La grande nouvelle, c'est ce que Trump a dit il y a une semaine, même si personne ne comprend vraiment ce qu'il a voulu dire. Quant à Poutine, je veux juste rappeler qu'il est sorti en 2023, il a annoncé que la Russie sortait du traité d'interdiction des tests nucléaires. Mais il a dit, nous reprendrons des essais nucléaires si les États-Unis en reprennent. Donc là, en fait, on est en face de 2 hommes qui se disent, si tu le fais, je le fais, et si je le fais, tu le fais. Alors là, on a 2 interprétations. Samantha Bendern qui dit, au fond, ça n'a pas d'importance. En réalité, je n'ai pas dit que ça n'a pas de conséquences. J'ai dit qu'il faut juste faire baisser un petit peu On se rappelle d'autres époques où, quand c'était Kennedy et Khrouchtchev, on disait au contraire que c'était très important. Les mêmes mots, évidemment, on a franchement l'impression d'être revenu dans un très mauvais film de la guerre froide, une espèce de guerre froide 2.0. Et moi, je trouve qu'il y a une différence entre ce qu'il a dit dans l'avion et ce qu'il dit ce soir. D'abord, il le dit après Vladimir Poutine. C'est très important de bien comprendre la chronologie. Maintenant, en fait, on attend la réponse de Vladimir Poutine qui viendra à un moment donné, sans doute pas ce soir, mais elle viendra forcément. Et il dit en raison des programmes de tests d'autres pays. Mais il l'a dit il y a une semaine aussi. Non, mais là, il est vraiment affirmatif. J'ai demandé de commencer à tester. Donc là, on est vraiment sur la forme présent. Il dit qu'il a demandé à tester. Pourquoi? Parce qu'il part du principe que la Russie et la Chine ne sont pas sincères dans leurs déclarations et mènent des tests sans le dire. Des tests qui sont
au-dessus de la masse sous-critique, c'est-à-dire avec un certain volume d'explosifs nucléaires. Alors, on ne connaît pas exactement ces tests, je ne sais pas quelles informations il a. En tout cas, lui part du principe que Chine et Russie mènent des tests sans le dire au monde entier. Et il l'avait déjà dit, il parlait de tests secrets. Le CIA l'a dit. Mais là, il va plus loin, je trouve. La CIA, pardon, quoi? La CIA l'a dit cette semaine et l'a dit notamment a dit quoi exactement ce que Xavier vient de dire, de tests, des tests du sous-critique. C'est ce qu'on appelle les Chinois sont soupçonnés d'en faire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les tests froids. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explosion nucléaire, mais il y a quand même de la matière nucléaire. Et ça fait une petite explosion, il n'y a pas de réaction en chaîne. Non. Attendez, donc c'est très important, parce qu'on nous a dit, en fait, il n'y a pas du tout de test, etc. Vous nous dites encore autre chose maintenant. Vous dites qu'il y a quand même des tests avec de la vraie matière. Ça n'est pas que... En tout cas, Trump le pense. Non, d'accord. C'est ça qui est important. Juste pour clarifier, parce que, pardon. Vous dites la CIA dit qu'il y a bien des tests possiblement, c'est ça? Et je précise parce qu'ils ont communiqué ça au comité de Sénat sur les renseignements, donc qui republie et qui en parle. Donc Trump ne le sort pas non plus de son imagination. On peut penser ce qu'on veut aujourd'hui des services de renseignement américains, mais en tout cas, c'est de là où ça vient. Et soyez, encore plus précis, vraiment qu'on comprenne bien. Ouais. C'est quel type de test dont on soupçonne les Chinois et les Russes? Alors, ce sont des tests, vous voyez, quand vous faites exploser une bombe nucléaire, vous déclenchez une réaction de fission nucléaire qui ensuite devient une fusion nucléaire avec la bombe H. Mais vous pouvez faire des tests qu'on appelle des tests froids, où vous faites exploser une petite quantité dans une configuration telle que ça ne vous vérifiez que ça explose bien, mais que ça ne déclenche pas la réaction en chaîne. Donc ça, c'est très très difficile à détecter parce que c'est une toute petite explosion. Donc si vous la faites à quelques centaines de mètres au fond d'un puits, vous aurez un effet sismique extrêmement faible. Les sismographes ne voient rien. Donc je fais appel à Guillaume Roquette qui est comme moi un profane dans la matière, je crois. On est entre profanes. Nous aussi, on est en dessous. On est copains. Guillaume Roquette, on est copains. Moi, je trouve très intéressant. On a typiquement les discussions d'experts. Première version, il y a quelques jours, il nous disait Trump dit n'importe quoi. Il n'y a pas d'essai, etc. Et là, on commence à comprendre qu'il y a quand même... Non, on n'a pas la preuve de ça. Oui, j'ai bien compris, c'est un soupçon. J'ai compris, c'est un soupçon, mais il y a un soupçon de quelque chose quand même. Pour rester un peu dans la technique, il s'est quand même passé la semaine dernière quelque chose de très important. C'est cet essai de ce missile russe qui s'appelle le Bourevestnik. Non, mais restons un instant sur les essais. Non, parce qu'il est nucléaire. Oui. Et parce qu'il a une propulsion nucléaire. C'est-à-dire qu'il se trimballe avec un réacteur nucléaire à bord. Et donc, ils l'ont fait voler pendant 10 heures. Ça veut dire qu'il peut faire 15 000 kilomètres. Mais s'il tombe quelque part, même s'il n'a pas une charge nucléaire, il a des matières nucléaires à bord. Donc, on est en dessous du seuil. Vous voyez, c'est ça le truc. C'est presque une bombe nucléaire à lui tout seul, en fait. Un missile à propulsion nucléaire qui pourrait... vous savez, si vous avez un engin nucléaire qui tombe quelque part, ça fait une énorme pollution, quand même. Donc, on est dans cette zone en dessous du seuil, mais où on commence à être dans le nucléaire. Guillaume, c'est exactement ça. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que ça s'agite sur deux fronts, si j'ai bien compris. C'est-à-dire, d'abord, on teste la fiabilité des vecteurs, c'est-à-dire des missiles, des trucs qui servent à transporter. Éventuellement, on met un moteur nucléaire dedans, comme ça peut faire 3 ou 4 fois le tour de la Terre, puisqu'il n'y a pas de problème de carburant. Et puis, il y a, et ça... Pour le coup, c'est peut-être ça qui est vraiment inquiétant, c'est que ce sont ces tests sur la matière explosive nucléaire elle-même. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on les fait, c'est qu'on est en train d'avancer technologiquement et peut-être de passer à une nouvelle génération encore plus dangereuse, encore plus inquiétante. Parce que sinon, aujourd'hui, il y a les moyens technologiques nécessaires avec des mélanges d'informatique et de je sais pas quoi, de cyclotrons, là, je suis pas spécialiste de ça, mais qui permettent de simuler des explosions. Ce que fait la France, qui fait plus d'explosions en vrai depuis le départ du regretté Jacques Chirac. Donc, si on recommence à faire des explosions, même un peu souterraines, ça veut dire qu'on est en train d'essayer d'autres trucs. C'est ça, donc soyons extrêmement précis dans l'explication technique. Donc, il y avait ce qu'on nous a beaucoup dit, c'est-à-dire qu'il y a la simulation 100% informatique avec aucune matière réelle, et vous nous dites qu'il y a il y a de la matière réelle dans la simulation. Il y en a très très peu, mais il y a quand même Donc en France, il y a de la matière réelle. On fait ça dans la Côte d'Or, au nord de Dijon. Il y a des essais avec un tout petit peu de matière, mais qui évidemment ne déclenchent pas des réactions en chaîne.
Le patron de la CIA, Ratcliffe, le 3 novembre dernier, écrit sur son compte Twitter, tout le monde peut le consulter, Donald Trump a raison. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cite 2 articles de presse. Le premier, je l'ai sous les yeux, qui dit, et c'est le patron du renseignement militaire, le général Ashley, en mai 2019, les États-Unis estiment que la Russie n'adhère probablement pas au moratoire sur les tests nucléaires. Et ensuite, un article du Wall Street Journal du 15 avril 2020, intitulé « Tests probables en matière de nucléaire de la part de la Chine inquiète les États-Unis ». Pékin serait secrètement en train de mener des micro-tests nucléaires sur son site de Lop-Nour. Donc, dans les 2 cas, on a du conditionnel, c'est hypothétique, ce sont des articles de presse sur lesquels le patron de la CIA s'appuie pour dire Donald Trump a raison. Donc moi, je pense que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais c'est Donald Trump, et lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut une image, c'est un champignon nucléaire au-dessus du Nevada. Qui est-ce qui est en train d'appeler là le secrétaire à l'énergie qui serait chargé de mettre cela en place? Mais c'est les habitants du Nevada. Pour nous, c'est hypothétique et c'est loin. Mais vous avez imaginé les gens sur place, qui habitent sur place, qui se disent attendez, excusez-moi, ça fait 3 décennies qu'on n'a pas fait ça. Vous êtes en train de nous dire que vous allez refaire, que ce soit sous terre ou sur terre. Il faudrait qu'on soit au courant parce que ça a un impact quand même. Et la grande différence entre les Chinois, les Russes, les Américains, c'est que les Américains peuvent faire des simulations d'explosion nucléaire par informatique. Les Russes ne peuvent pas le faire. Et d'ailleurs, le problème des Russes, c'est qu'en tant que Russie indépendante, elle n'a jamais fait de test nucléaire. Le dernier test sur l'espace qui est aujourd'hui la Russie, c'est pendant l'époque soviétique en 90. Les Chinois, si je ne me trompe pas, c'est en 96 qu'ils ont fait leur dernier test. Mais ils n'ont pas cette capacité de faire des simulations comme les Américains, donc on peut comprendre qu'ils soient tentés d'en faire, ce que je n'excuse pas du tout. Mais pour eux, les enjeux sont en fait beaucoup plus importants. Donc si les beaucoup plus pour les Chinois finalement, comme disait Gallagher tout à l'heure, parce qu'ils ont pu faire 45 tests et au cours de ces tests, on acquiert des informations qui permettent de nourrir ensuite les tests sans explosion, ce que les Chinois n'ont pas réussi à faire. Écoutez, il y a un autre problème, les Coréens du Sud commencent à dire que la Corée du Nord pourrait très rapidement préparer un test nucléaire. Et là, on entre encore dans un autre domaine. Avançons vraiment dans le dialogue nucléaire qui est en train de monter très fortement entre la Russie et les États-Unis, puisque c'est Belousov, le ministre des Armées russe, qui va beaucoup plus loin encore ce soir dans le ton, disons, de paranoïa, chacun dira comme il voudra. Il accuse les Américains de penser même à une frappe préventive, vieille idée russe et soviétique que les Américains pourraient tenter une première frappe, et qu'ils cessaient à cela contre la Russie. Washington organise régulièrement des exercices de ses forces stratégiques. Le dernier exercice de ce type, visant à étudier les questions relatives aux frappes préventives de missiles nucléaires sur le territoire russe, a eu lieu en octobre. Il s'agit d'un ensemble unique de mesures et de plans éventuels américains visant à effectuer des essais nucléaires, ce qui augmente considérablement le niveau de danger militaire pour la Russie. Les mots qu'emploie le ministre russe de la Défense sont extrêmement marquants. Il dit les Américains mènent des exercices de ce type visant à étudier des questions relatives aux frappes préventives de missiles nucléaires sur le territoire russe. En très clair, il accuse, c'est une accusation très grave, les Américains de penser à une première frappe contre la Russie. Et ça, c'est une grande tradition russe et soviétique, Jean-Dominique. L'ambiance est vraiment pas bonne quand on entend ça. On se dit, on a connu des périodes de détente plus agréables. Oui, il y a vraiment une montée du discours, clairement, des deux côtés. Mais là, le discours russe, quand les Russes font des essais, comme ils en ont fait la semaine dernière, ils en font régulièrement, c'est aussi pour viser les États-Unis. C'est pas pour tirer... Mais préventif, j'insiste, quand on accuse l'autre de viser. Tout le monde vise l'autre. Évidemment, mais le fait de le dire, c'est le fait de le dire aussi explicitement, publiquement, dans une réunion du comité de sécurité, devant le président. Mais pardon, j'insiste, préventif, ce que ça veut dire, que soyons explicites là-dessus. Sans provocation. Ça veut dire que les Américains frapperaient en premier, donc il faut prévenir la prévention, il faut agir avant que eux n'agissent en premier. Et donc effectivement, c'est extrêmement tendu, très inquiétant. Maintenant,
et j'abonde dans le sens de Samantha tout à l'heure, c'est vrai que Vladimir Poutine, dans sa formulation, il est plus dans quelque chose d'hypothétique. Je vous demande de me proposer des options pour éventuellement reprendre cela. Belousov est beaucoup plus catégorique. Il va d'ailleurs plus loin. Il nomme même le site géographiquement où ça va, où ça pourrait se tenir. Le scénario que je connais bien, le scénario de l'apocalypse dans lequel on a vécu beaucoup pendant la guerre froide, qu'il y aurait un jour une première frappe, parce que la dissuasion repose sur l'idée que personne ne va tirer le premier, parce que c'est trop fou. Mais pendant la guerre froide, on a beaucoup vécu dans cette idée. Mais on n'est pas à l'abri de ça, on est surtout, ce qui est dangereux en ce moment, c'est ces échanges de langage qui font monter la tension, et plus on est tendu, plus on est capable de commettre des erreurs. Vous savez, il y a eu un moment terrible pendant la guerre froide, après que l'avion sud-coréen a été abattu par les Russes, où un soldat russe a vu sur son écran ce qui ressemblait à 5 fusées qui partaient vers la Russie. Et il avait quelques minutes pour prendre une décision, pour informer ses supérieurs. Il savait que s'il informait ses supérieurs, eh bien, quelque chose de très très grave serait enclenché. Il ne l'a pas fait parce qu'il s'est dit, si les Américains nous attaquent, ce ne serait pas qu'avec 5 missiles. Mais si vous voulez, ce genre d'épisode, quand les tensions sont comme elles sont, est possible. Mais cette réunion du Conseil de sécurité, moi je l'ai regardée en entier, elle était presque comique, parce qu'on voyait Poutine qui arrive, qui dit « Bon, nous allons parler au ministère des Transports ». Et puis à ce moment-là, le chef du comité de défense de la Douma dit « Ah non, 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 moi je voudrais parler d'autre chose ». Et il fait « Ah bon, vous voulez parler d'autre chose ? De quoi donc voulez-vous parler ?» Et donc là, Volodine, de la Douma, commence à dire « Oui, nous devrions faire des essais nucléaires ». Donc c'était une grande mise en scène, comme si c'était le Conseil de sécurité qui proposait à Poutine, en lisant leurs papiers tout bien préparés à l'avance. C'est toujours comme ça, c'est comme dans les entreprises. Il y a toujours un dashboard qui dit le directeur a une très bonne idée. J'aimerais vous soumettre une très bonne idée. En fait, c'est le directeur qui l'a soumise avant qu'on commence. Et ça faisait vraiment, alors, je ne sais pas qui c'est qui a mentionné la phrase très mauvais film de guerre froide, mais ça faisait vraiment le très mauvais film de guerre froide. C'est comme ça que je l'ai vécu, oui. Voilà. Restons un instant sur cette idée que quelqu'un pourrait frapper le premier. Rappelez-vous, alors c'est pas dans le nucléaire, mais les États-Unis l'ont fait pendant la guerre d'Irak. C'est très audacieux. L'idée de guerre préventive qui chez nous n'existe pas. Personne n'imagine que la France puisse attaquer qui que ce soit en premier, ça je crois, à part de... Mais il faut rappeler, c'est cette idée que l'ennemi me menace et donc je m'accorde le droit de le frapper de manière cinétique avant que cette menace ne se matérialise. Ça se tient. C'est une théorie de la guerre depuis toujours, c'est pas quelque chose de complètement absurde. On a vu ce que ça a donné avec les Américains, notamment sur l'Irak et dans d'autres cas. Enfin, ça donne des résultats qui sont quand même, je dirais, très mitigés. Bien sûr, c'est un désastre et c'est un crime, mais je rappelle par exemple que face à l'Allemagne hitlérienne, il y a beaucoup de théoriciens qui disent si les Européens de l'Ouest avaient attaqué l'Allemagne en 36, 37, etc., ils auraient évité la guerre, vrai ou faux, mais voilà. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. L'Uchronie. Oui, je vais vous dire cette déclaration du ministre russe là, sur la menace de frappe préventive américaine, elle est presque rassurante parce que, honnêtement, qui peut croire à une chose pareille ? Effectivement, les Américains, en d'autres temps, ont attaqué l'Irak, alors même qu'il n'était pas menacé par ce pays, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ils étaient dans une espèce de délire des faucons conservateurs républicains. Mais là, c'est l'interlocuteur nucléaire par excellence, c'est-à-dire que c'est une frappe préventive, ça veut dire on déclenche l'apocalypse, on déclenche la fin du monde. Que M. Trump soit un peu vexé de voir que Poutine refuse de négocier avec lui, et donc il montre des dents et il fait des belles déclarations à la Maison-Blanche, mais de là être dans cette logique-là, moi je pense que c'est absolument pas crédible. Le souci, si vous voulez, c'est que vous êtes très rationnel et je le salue, mais n'oubliez pas que Vladimir Poutine est quand même très parano et que beaucoup des choses qui sont dites autour de cette table, qui peuvent nous paraître absurdes et irrationnelles, eux en sont convaincus. Donc cette idée de la frappe préventive américaine, qui est quand même nourrie par un passé qu'on vient de citer, qui ne leur a pas échappé, probablement alimente une certaine dose de parano qui peut nous paraître farfelue. Mais la dose de parano, elle est aussi alimentée par ce qui se passe en Ukraine. Le premier plan de tout ça, avant la discussion nucléaire, c'est le fait que la Russie n'arrive pas à vaincre l'Ukraine depuis plus de 3 ans et demi. C'est ça le fond du dossier. Autrement, on n'en serait pas là à discuter des possibilités
possibilité de reprise d'une guerre froide 2.0. Est-ce que la conversation qu'on a n'est pas révélatrice du saut des mentalités? Ici en Europe, on exclut la guerre préventive. Ça n'existe pas dans nos esprits. Aux États-Unis, il y a des néoconservateurs qui défendent l'idée qui n'est pas folle de leur point de vue, qu'un jour, il faudra faire la guerre à la Chine, parce que si on ne la fait pas, la Chine va être plus puissante et c'est insupportable. Et je vais rajouter, même dans les simulations qu'ils doivent faire, ça existe. Qu'il y a quelque part, je dirais pas, même pas d'aujourd'hui, mais dans l'histoire américaine depuis la guerre froide, enfin pendant la guerre froide et depuis, il doit avoir une simulation quelque part sur qu'est-ce qu'on fait si on frappe. On tire les premiers. Ce qui est normal. Non, mais ce qui est normal dans le. Quelles sont les options? Ça veut pas dire que c'est quelque chose de probable. Ça veut dire que les responsables, les analystes militaires, notamment, leur responsabilité, c'est aussi de voir toutes les options possibles. En tout cas, regardez. Le résultat de tout ça, ce sont des exercices tous azimuts, pour l'instant du côté de la Russie, Belousov, qu'on a vu tout à l'heure, qui précise même où ça se fera. Il y a un petit côté, regardez, vraiment, on est très actif, là, on vous dit, on parle même du terrain. Nous devons maintenir notre potentiel nucléaire, prêt à infliger des dommages insoutenables à l'ennemi, en toutes circonstances. La disponibilité des forces et des moyens sur le site d'essai de l'archipel de la Nouvelle-Zambie permet de mener à bien cette opération très rapidement. Regardons bien, leçon de géographie, première leçon, la Nouvelle-Zambie, qui est déjà la Russie dans l'Arctique. Samantha, vous qui êtes allé partout. Je suis pas allé là-bas. Il n'y a pas grand monde qui a dû y aller. Il n'y a pas grand monde qui va en Nouvelle-Zambie. Extrêmement surveillé. Mais de toute façon, leur polygone de tir est là-bas, donc ils peuvent le faire que là-bas. Ça n'a pas servi depuis plus de 30 ans, a priori, peut-être que ça a servi, d'après ce que dit Trump. Ils ont fait un test de Burevestnik, pas loin de la Nouvelle-Zambie, il y a quelques années, et il s'est craché, et justement, il a contaminé une partie du terrain à cause de son mini-réacteur. Ça les inquiète pas trop, ça, la contamination. De toute façon, les tests de l'Union soviétique ont contaminé. Mais c'est pas. Alors, je sais pas, il y a quoi comme animaux là-bas? Des ours? Qu'est-ce qu'il y a en Nouvelle-Zambie? Qui parle de la Nouvelle-Zambie? Parce que les pauvres, regardez l'image. J'imagine que Anne Niva est partie faire du camping à un moment ou à un autre en Nouvelle-Zélande, parce qu'elle est vraiment allée partout. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je la salue. Elle est vraiment allée partout dans la Fédération de Russie. Mais je crois que c'est fermé. La Nouvelle-Zambie, c'est fermé. Mais blague à part, il y a un caractère effectivement écocidaire à ces tests. Et là, on a deux personnages qui, alors, de ce point de vue-là, ne vont franchement pas s'embarrasser de ce genre de questions. L'avantage, c'est que c'est pas le Nevada. Il n'y a pas d'habitants pour faire des pétitions. Et pour, je sais pas quoi, les renards du Nevada ou alors là, les ours de la Nouvelle-Zambie, je pense que là... Et regardez l'image historique, puisque c'est là, effectivement, que les Russes, les Soviétiques, la Russie soviétique avaient essayé la Tsar Bomba. C'est cette image qui est effrayante. Dites un mot de ça, vous qui avez l'œil historique militaire. La Tsar Bomba, c'est la plus grande bombe nucléaire qui ait jamais été testée dans l'atmosphère, c'est-à-dire lancée depuis un avion. De mémoire, 100 kilotonnes, ou 60 kilotonnes, mégatonnes, donc quelque chose d'absolument, 50 mégatonnes, je crois, quelque chose d'absolument considérable. C'est la plus grande, 1961, je crois, et ça n'a... le choc a été terrible, quand même, parce que c'est une explosion. Et ensuite, les Russes ont dit, bon, on recommence pas, parce que vraiment... Regardez, ce champignon dont on dit qu'il faisait 60... C'est l'image que veut Trump, en fait. C'est ça qu'il veut, Trump, c'est montrer cette image à Vladimir Poutine. Si des essais se font aujourd'hui, ils sont souterrains. 60 km de haut, qu'on s'arrête juste un instant là, cette image-là. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai lu dans la littérature, que le champignon montait jusqu'à 60 km de haut, que la bombe avait explosé assez haut dans le ciel, en fait. Elle n'avait pas touché terre, mais que c'est un traumatisme, parce que effectivement, c'est l'essai le plus massif qui ait jamais été fait dans cette zone, donc dans cette espèce de doigt là qui est au nord de la Russie et qui était en principe totalement inhabité. Et Aurélien Hamel, notre chef d'édition qui ne se trompe jamais, me dit que les animaux qui se trouvent dans la Nouvelle-Zambie, les pauvres, parce qu'ils ont leurs petits-enfants, si j'ose dire, sont des oies, des renards polaires et des ours blancs. Voilà. Je parlais des ours. Santé, voilà, vous n'étiez pas très loin. La Tsar Bomba, c'était également au-dessus de la Nouvelle-Zambie. Il avait fait exploser avec une onde de choc et fait 3 fois le tour de la Terre. Je ne sais pas si vous avez vu que, pas loin de Tchernobyl, on a repéré il y a quelques mois des animaux au pelage bleu. Et que ça a suscité un certain nombre d'inquiétudes sur les évolutions génétiques. Oui. Mais une chose qui est très ironique, c'est qu'à Poltava en Ukraine, il y a un musée de l'aviation avec des avions qui ont servi aux tests nucléaires soviétiques. Alors je ne sais pas si ce sont des avions qui étaient au-dessus de la Nouvelle-Zambie ou si c'était plutôt ceux qui faisaient les tests dans ce qui est aujourd'hui le Kazakhstan. Et puis vous avez des médailles qui sont données
aux pilotes qui faisaient ces tests. Le problème, c'est que ces pilotes n'ont pas vécu très longtemps après ces tests parce que ils ont été quand même très contaminés. Les avions eux-mêmes sont contaminés. Vous pouvez visiter les avions, je les ai visités. J'espère que je n'ai pas été trop contaminée. Mais c'est un vrai héritage soviétique et une vraie fierté soviétique. Et ces avions sont fièrement exposés à Poltava en Ukraine aujourd'hui, comme cet héritage de cet ancien empire. La logique de l'escalade, on vient de comprendre en quelques minutes qu'à Washington et à Moscou et à Pékin, on risque d'entrer dans une logique où chaque jour, ou presque, là on est au stade de chaque jour, en tout cas en parole pour l'instant, mais les essais semblent se concrétiser. Dans le Nevada, en Nouvelle-Zélande, on risque d'entrer là-dedans. Oui, si on veut jouer les cuistres 2 minutes, on dira c'est le piège de Thucydide, c'est-à-dire cette théorie selon laquelle, quand vous êtes la puissance dominante, vous cognez l'autre avant qu'il vous ait rejoint, parce que c'est plus sûr et entre guillemets plus prudent. La frappe préventive. Voilà, exactement. Et ça marche. Ce serait la frappe préventive. Sauf que là, je pense que cette frappe préventive, elle serait forcément suivie d'une riposte. Les Russes ont un certain nombre de sous-marins assez performants qui sont capables de frapper les États-Unis. Le dôme doré de Trump n'est pas encore en place. Donc moi, je ne vois absolument pas un scénario de ce type. Mais c'est vrai que pour l'instant, même si c'est davantage de la gesticulation que vraiment un saut technologique, ça entretient une forme d'ambiance qui n'est pas très réjouissante. À chacun sa